Alors comment c'était cette exploration? Est-ce qu'il y en a qui sont, certaines ou certains d'entre vous qui sont revenus ici pour l'assise de 17 heures? Oui, je vois des têtes un peu qui disent oui, quelques personnes, oui. Est-ce qu'il y en a qui sont partis à l'aventure avec... non? Personne? Oui. Et est-ce que quelqu'un voudrait partager un peu leur expérience? Est-ce que c'était... qu'est-ce qui est ressorti de ça? Est-ce que c'était bien de se sentir libéré de l'horaire? Est-ce que... Si c'était le cas, en levant la main, peut-être une personne ou deux qui voudrait nous dire un peu ce qui s'est passé, que ce soit un échec total, cuisant, ou, ou une libération. Oui. C'était très beau. Je trouve que c'était très beau. Et l'assise de un peu tout le monde à sa manière, suspendu entre les arbres, allongé, c'était comme un tableau. C'était déjà plaisant et agréable à partager, je trouve. Oui. Alors un beau moment. Très bien, merci. Aussi, oui. Est-ce que tu voulais partager quelque chose? Ah non, j'avais vu. Mal interprété. Ok. Est-ce que ça vaudrait la peine qu'on refasse ça, peut-être, dans les prochains... Ah oui, ok. On s'entend sur quelque chose. Ok, oui. Très bien. Merci. Ok, je voulais peut-être baser un peu sur ce que j'ai entendu dans les groupes, dans les 2 derniers jours, là, depuis qu'on fait les groupes, un peu ce que j'observe. Euh, On en parlait tout à l'heure un petit peu avec Gwenola, puis je me disais peut-être ce serait bon que justement basé là-dessus, d'après ce que j'observe, de parler un peu de la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Je sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, pendant très longtemps, la sagesse, c'était assez vague. C'est comme la sagesse. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans, la sagesse? C'est assez gros là, comme truc. Puis important, puis ça a beaucoup de valeur, mais de quoi c'est fait exactement? Hein? Qu'est-ce que c'est la sagesse? J'aimerais être sage, oui, j'aimerais être sage, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? En tout cas, moi, j'aime bien ce que je retire là, des enseignements du Dharma qui semble définir qu'est-ce que c'est la sagesse. Ouais, donc je vous laisse considérer ceci, puis voir, est-ce que vous reconnaissez quelque chose qui fait sens pour vous, qui pourrait peut-être vous aider à faire une cartographie un peu là, de qu'est-ce que c'est que cette pratique-là, parce qu'en sachant un peu c'est quoi la sagesse, puisque c'est ce qu'on cherche à développer ou qui se développe par la pratique. Et d'après ce que je comprends des enseignements, dans un sens, on pourrait dire, il y a toutes sortes de façons de présenter les choses, mais celle-là est aidante pour moi. Il y a 2 formes de sagesse. 2 formes de sagesse qui semblent se développer au cours de la pratique. Alors, il y a une forme de sagesse qui est... Puis ça a vraiment lieu en ce moment. Ça, j'ai aucun doute là, avec les quelques rencontres qu'on a eues depuis hier. Je vois là, dans les histoires qui sont racontées ou le rapport de ce qui se passe, je vois qu'on est là-dedans. Là, on est en plein là-dedans. Et donc, il y a une forme de sagesse qui est la capacité ou la sensibilité qui se développe, je vais trouver mon chemin, ou peut-être pas.
Il n'y a rien de moins sûr. Mais, tiens, je vais passer par là. On pourrait remplacer le mot sagesse peut-être par le mot discernement. Discernement entre ceci et cela. Dans le cas de cette première forme de sagesse dont je veux parler, c'est la capacité de reconnaître peut-être ce qui est aidant et ce qui ne l'est pas. C'est comme ça que c'est présenté dans la pratique, dans les enseignements bouddhistes. Les attitudes qui sont aidantes et celles qui le sont moins. Celles qui sont, c'est présenté assez comme ça, là, oui. Bénéfique, nuisible. Et oui, on pourrait dire qu'il y a une liste, carrément, mais c'est pas tellement important, d'une certaine façon, la liste. Ce qui est important, puis c'est ça, la vraie sagesse, c'est que que ça devienne clair de l'intérieur, d'une façon vécue, qu'on sache d'une façon... incarné là, dans l'action, là, sur le terrain, qu'on puisse clarifier pour soi-même quelle tendance de l'esprit, quelle habitude, quel conditionnement nous servent, nous aident à être mieux peut-être en soi-même, ou nous aident dans nos relations, à être en relation avec l'autre, les autres, ou la société, ou la planète, hein? Et donc, quand on vient en retraite et qu'on fait tous ces genres de rituels-là qu'on fait, d'entrer dans le silence, de s'asseoir ensemble comme ceci, de marcher, tout ça, c'est pour que soient révélées les tendances. C'est pour ça qu'on vient. Puis c'est drôle parce que des fois, on peut facilement évaluer l'affaire comme c'est un échec. C'est un échec parce que là, je suis agité, ou c'est un échec parce que ceci ou cela. Puis on peut facilement mal évaluer ce qui se passe parce que peut-être qu'on ne comprend pas qu'en fait, on est venu ici pour que soient révélées les tendances de l'esprit. Alors là, si les tendances sont révélées, tout va bien. Ah oui, les tendances sont révélées, là, on voit très bien. On voit très bien, je suis assise ou assis ici, puis tout à coup, la comparaison vient dans l'esprit. Hein? Je pourrais très bien être assis ici et juste être là avec la respiration, mais non... Je suis porté à comparer. Est-ce que l'autre est meilleur méditante ou méditant que moi? Il a l'air un peu à l'avant, avancé, devant moi. Je dois le rattraper. Quelque chose comme ça. Ou l'autre vaut plus, j'aimerais être l'autre. Alors, ces tendances-là, ils sont révélées, puis c'est pour ça que je pense que je vais en parler, parce que c'est principalement, de ma compréhension à moi, c'est principalement ce qu'on entend dans ce qu'on raconte dans les petits groupes là. Ah ben voilà ce que j'ai vu cette tendance là dans mon esprit et dans ce silence là, ces tendances là sont amplifiées d'une certaine façon, hein? Que ce soit la tendance à l'arrogance, peut-être pour certains ou certaines d'entre nous, ou la tendance à se déprécier, ou la tendance à penser que la vie est contre nous, ou que c'est à propos de nous. Tu sais, je vous décrivais hier, par exemple, j'arrive pour me servir, et là, il n'y a plus de salade. Il n'y a plus de feuilles de laitue. Et tout à coup, c'est comme si ça parlait de moi. C'est comme si c'est à propos de moi, c'est à moi que ça arrive, puis c'est à moi, c'est contre moi qu'on en a, puis c'est de moi qu'on s'occupe pas. Et on peut facilement être dupe de ça, alors qu'il y a juste un événement très factuel qui se passe, et que 45 personnes sont passées avant, puis qu'il n'y a plus de laitue, puis que peut-être dans quelques secondes, il va en apparaître d'autres, ou non, qu'il y a plein de toutes sortes d'autres choses autour, mais la tendance est dormante en moi. Il y a quelque chose qui dort, qui veut bien prouver que le monde est contre moi. Et la laitue, c'est parfait. J'ai pas besoin d'autre chose. Juste un petit bout de laitue en moins, et c'est parfait pour que la tendance se lâche. T'sais. Ah, parfait! Voilà la preuve! Etc. Hein? Et donc, dans les groupes, c'est beaucoup des choses comme ceci qu'on entend, pas aussi ridicule que ce que moi je vous décris à propos de ma propre vie,
beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond, touchant, beau, etc. Mais quand même, ça reste que c'est des tendances de l'esprit qui sont révélées. Des plus belles, ou des tendances, ou des capacités, on pourrait dire du potentiel qui en soi, la capacité de se pardonner, ou si je me permets, s'il vous plaît, dites-moi si je me trompe, là, si c'est pas juste de faire ça, mais c'est-à-dire de rapporter quelque chose que j'ai entendu dans un des groupes. Vous me direz si... D'après moi, ça m'apparaît... On m'a jamais encore dit « Non, tu m'as blessé quand tu as fait ça. » Alors, dans la vie, on marche beaucoup par essai-erreur, on essaie des choses. Puis jusqu'à maintenant, ça me paraît sage, des fois, de faire ça, de dire « Ah tiens, j'ai entendu telle chose sans nommer la personne, parce que c'est ce qu'on vit ensemble. Il y a une communauté, puis c'est les choses qui se passent. » Et évidemment, j'ai entendu plein de choses, mais une des choses qui me vient à l'esprit juste maintenant, c'est quelqu'un disait, ou en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu, disait, je fais une recherche autour de la générosité. Qu'est-ce que c'est la générosité? Et là, j'ai vu qu'il y avait une forme de générosité possible qui était de me permettre de ressentir ce que je ressentais. Alors que je pourrais m'imposer que je devrais ressentir autre chose en ce moment. Que ça devrait être autre chose qui soit vécu, une autre façon d'être avec ceci ou avec cela. Puis, comment je l'ai entendu, encore une fois, la personne disait... Puis là, j'ai vu qu'il y avait une forme de générosité là-dedans à me permettre de vivre, de permettre à ce qui est là d'être là. C'est très, très simple. Hein? C'est presque rien. Pourtant, là-dedans, il y a une reconnaissance, discernement, sagesse, développement de la sagesse. Il y a une reconnaissance que, voici une forme de générosité. Il y en a plein. Mais ça, c'en est une qui semble être sage. Ça ne semble pas être, dans ce cas-ci, dans le cas qui était décrit, ça ne semble pas être une mauvaise façon de vivre. Ça semble être une bonne façon de vivre. Et c'est pas juste une idée, là. Hein? Ce dont on parle, c'est vécu. C'est dans l'expérience. Ah, tiens, de laisser... Plutôt que de me juger, de penser que je devrais sentir autre chose, de dire, ah, tiens, toi, c'est comme ça que tu te sens en ce moment. Il y aurait presque pas de mots à mettre là-dessus, parce que dans un sens, oui, je sais pas si c'était vécu comme ça par la personne, mais souvent, c'est comme ça, c'est très, très simple, c'est presque rien, mais c'est une légère clarification. Puis avant, on pourrait dire, ah ben se juger, être autocritique, c'est quand même douloureux. Ça, c'est des idées. Mais tout à coup, sur le terrain, dans le vécu, de voir, tiens, se permettre de vivre ce qu'on vit. Comme c'est, ça, c'est une meilleure façon de vivre. Encore une fois, je mets des mots là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle vipassana. Vipassana, ça veut dire compréhension un petit peu plus profonde. Une compréhension qui est pas intellectuelle, qui n'est pas conceptuelle, mais qui est vécue. Hein? Où j'ai entendu quelqu'un d'autre dire en lien avec les enseignements ce matin ou les instructions ce matin de Gwenola sur l'expérience de plaisir, des plaisirs ou la neutralité qui vient avec chacun des phénomènes qu'on vit, là, qui est soit connu comme étant plaisant, déplaisant ou neutre. La personne disait, moi j'aime bien penser à la version parfaite des choses dans le futur, comment les choses pourraient vraiment bien s'enligner, bien marcher. Puis jusqu'à maintenant, encore une fois, c'est comme ça que je l'ai entendu, la personne disait, ça m'apparaissait comme agréable. C'était agréable de faire ça. De penser, ah tiens, si ça prend comme ça, ou peut-être même le passé. Ah, si c'était passé comme ça, c'est agréable.
Et bon, ça c'est assez subtil, mais en tout cas, moi, ça m'a impressionné ce matin quand j'ai entendu ça. La personne a dit, puis là, tout à coup, ça m'est apparu autrement. Que quand je suis occupé ou préoccupé à prévoir ou anticiper les choses, la meilleure version des choses, c'est comme si j'enlevais un peu la chance à la réalité de se révéler comme elle est, avec tout son potentiel. Tu sais. C'est comme si j'organisais les choses, puis peut-être là-dedans un petit setup pour être déçu, là, pour... tu sais. En tout cas, il y avait donc... Cette personne-là décrivait ça, puis il y avait une clarification là-dedans. Puis pour moi, c'est ce discernement-là. Quelque chose paraissait comme une bonne façon de procéder, et là, avec un peu plus de temps, un peu plus d'attention, je découvre en fait que peut-être que c'est pas nécessaire que je fasse ça. Peut-être qu'il y a une autre façon qui... En tout cas, que je pourrais essayer. Et quand on a parlé de ça ce matin, j'ai amené un enseignement particulier du Bouddha qui s'appelle en anglais Gratification, Danger and Escape. Que moi j'aime beaucoup, c'est comme un cadre référentiel, si on peut dire, là, qu'au cours des années, ça m'est revenu souvent. J'aime cette présentation-là des choses, ça marche pour moi pour un peu observer soit mes croyances ou mes comportements. Et donc le gratification, danger and escape, ou en français on pourrait dire jouissance, désavantage et libération. Et donc le Bouddha en parle un peu de cette façon-là. Il dit, il y a des choses que je fais, puis je continue de les faire parce que ça m'apparaît bien, c'est agréable de les faire. Et quand je me rends compte, à un moment donné, qu'il y a un désavantage à ceci, ou un coût, ça devient plus facile d'abandonner ce comportement-là. Mais tant que je suis attaché ou que je vois seulement le côté agréable de l'affaire, c'est sûr que ce comportement-là va continuer. Et ça, je trouve, je sais pas si il y a quelque chose là-dedans pour vous, mais moi, ça me parle de ça. Bon, je suis parti là, j'ai jamais fait autant, là. D'habitude, c'est une fois de temps en temps, je nomme quelque chose que j'ai entendu, mais je pense que j'ai été impressionné dans les 2 jours, dans ces rencontres-là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence qui se manifeste. Quelqu'un d'autre racontait, puis je le raconte aussi, il y a un but. Pourquoi je le raconte? Parce que je pense que ça peut servir, là. Il y a un but, là. Et quelqu'un d'autre disait, moi, il y a quelque chose que je désire dans la vie. Je désire cette affaire-là. Ça m'occupe pas mal. Hein, je le désire, je sens que ce serait bon pour moi. Je le mets dans mes mots, hein, je paraphrase. C'est quelque chose que je veux, qui serait bon pour moi. Puis donc, j'y pense, ça m'occupe, je le cherche, etc. Et là, en étant ici, peut-être parce que le silence marche assise, et ce désir-là revient, la personne disait, c'est comme si elle disait, là, dans ce système-là là, de jouissance, désavantage et libération, la personne, ce que j'entendais dire, c'était un début de... C'est un peu fatigant, là, de vouloir autre chose, de chercher autre chose, d'attendre autre chose, de se demander quand autre chose va apparaître, ou... J'extrapole un peu là-dessus, je fais du millage, comme on dirait chez nous, là-dessus. Et ce que je commence à voir, c'est le coût de ça. Puis je pense que, tu sais, ça m'a touché d'entendre ça parce que je le vois dans ma vie, que parfois je veux quelque chose, puis c'est comme si ça me parlait du bonheur. Le bonheur, Pascal, il est là, comme, tu sais, dans les dessins animés, le petit ange, là, qui est sur... qui est là. Oui, c'est par là-bas, c'est par là-bas. Puis moi, je questionne pas le personnage qui est là, ah oui, c'est par là-bas, oui, ok, c'est par là-bas, c'est par là-bas, c'est par là-bas. Puis un moment, c'est ce qu'on appelle la méditation, la présence attentive, c'est pas tellement être obnubilé par l'affaire là-bas,
c'est qu'on devient conscient de comment c'est d'être ici en ce moment. Puis là, tout à coup, je me rends compte que c'est ça, être ici en ce moment. Puis je me dis, mon Dieu, c'est beaucoup d'énergie. C'est assez agité, finalement. Tu sais. Puis là, tu es comme, ah, OK. Avant, je voyais juste la jouissance. Elle n'était même pas là, la jouissance. Elle était juste potentielle. Mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de jouissance. Juste la jouissance potentielle, c'est assez pour que je sois accroché. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui, mais c'est là-bas, c'est là-bas. Puis là, tout à coup, ah oui, mais hey, c'est coûteux. C'est pour ça que je me couche fatigué le soir à chercher le... Tu sais. Puis je me rends compte, il y a peut-être une autre façon. Alors, la jouissance, potentielle peut-être, là-bas, quand ça va être là. Puis ici, encore une fois, ça peut prendre toutes sortes de formes. Quand je vais être plus sage, quand la retraite va être finie, quand le lunch va arriver, quand je vais être comme cette autre personne que je vois là-bas, ma projection, l'autre personne, c'est pas exactement ça, là, c'est plutôt le mirage que je plaque dessus. Et donc, puis c'est la jouissance, hein, c'est la promesse. Et tout à coup, je me rends compte, ah ouais, mais c'est prenant là, d'être là-dedans. Je vois le désavantage de cette affaire-là. Puis là, tout à coup, la libération. Comment c'est que d'abandonner au moins un moment le projet ou l'attente ou l'espoir. Une autre façon d'être. OK, alors comment je pourrais avoir une vision, une intention, un désir, mais que ça dépense un peu moins d'énergie, que ce soit un peu moins coûteux. Est-ce que c'est possible? Donc, cette sorte de sagesse-là, c'est de découvrir pour soi-même. C'est l'aspect le plus important de cette affaire-là, c'est pour soi-même, puis de façon vécue. De découvrir pour soi-même le coût de quelque chose. Le coût de vouloir, je sais pas moi, être vu par l'autre, d'une certaine façon, ou de quoi que ce soit qu'il s'agisse. Et on appelle ça vipassana parce qu'il y a un moment où les tendances sont révélées comme ça, une tendance est révélée, et là on est secoué, un peu plus que d'habitude, on est perturbé par cette façon-là d'être. Et ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être, en anglais on dit self-righteousness. Comment on traduit ça en français? J'ai raison, l'autre tort. Peut-être d'arrogance, oui, justement, comme ça. Puis tu sais, au début, on voit juste la jouissance de ça. J'ai raison, l'autre tort. Ça, c'est excellent. Je me sens très bien. J'aime beaucoup ce positionnement. C'est très agréable. Jouissance, désavantages ou dangers, selon la traduction. Quels sont les dangers de ça? Mais c'est quand même un peu isolant d'être seul au sommet. D'avoir raison et tous les autres torts, c'est un peu... Ça crée quand même une séparation. Tu sais. Et là, on voit ça, puis ouais, peut-être que ça peut être attendrissant un peu. On peut avoir le goût un peu moins d'avoir raison, puis plus d'être en lien, tu sais. Et comme ça, on clarifie pour soi-même comment vivre. Et ici, il y a beaucoup de ça qui se passe. Hein? Puis c'est à travers des formes très très simples. On s'assoit quelques minutes, on marche quelques minutes, et les tendances sont révélées. Les moins belles, mais aussi les très belles. Puis si on entend ça aussi être décrit, puis c'est ce qui est révélé aussi, on pourrait dire peut-être les tendances ou le potentiel de l'esprit. Puis tout à coup, on est touché par ça là, de façon vécue.
par peut-être cette expérience-là, de ralentir un moment pour vraiment sentir ce qui est là, par exemple. Et là, ah oui, ça a plus de sens, c'est plus vibrant, c'est une meilleure façon de vivre que de, je sais pas moi, se presser constamment ou autre chose. Des façons que j'ai d'autres manifestations de ça, que peut-être une autre manifestation qui me vient à l'esprit, c'est dans le processus de la retraite, peut-être après quelques jours, parfois juste en étant là dans le silence, marche, assis, etc. Repas, temps libre. Et ça tombe en place tout seul, à cause de la nature, à cause de la bonté qu'il y a ici, là, tu sais. Des gens nous servent des repas, des gens nettoient les sanitaires, des gens, tu sais, l'histoire du lieu, je sais pas, tout, peut-être beaucoup de choses contribuent à ça, là. Et il y a quelque chose qui se détend tout à coup dans le cœur. Et tout à coup, peut-être que quand on refusait de prendre la responsabilité, par exemple, pour quelque chose, tu sais, très naturellement, on va être assis à regarder la rivière, puis tout à coup, ouais, c'était blessant, ce que j'ai fait le mois dernier, ou la façon que j'ai été dans cette relation. Et tout à coup, il y a une autre façon de vivre qui est révélée. L'autre façon de vivre, avant, c'était c'est l'autre, c'est de la faute, ben, j'étais justifié, etc. Est-ce que vous me suivez un peu? Il y avait de l'évitement, de la justification, etc. Puis ça semblait être la meilleure façon de vivre. Et tout à coup, ah oui, c'était douloureux, puis j'ai une part de responsabilité. Et là, on découvre pour soi-même, ah, c'est étonnant peut-être, mais que de prendre responsabilité, c'est une bonne façon de vivre. Même si c'est pas exactement agréable, hein? Ça peut même être soit très désagréable ou désagréable, une sorte de... Tu sais, quand on devient conscient de l'impact, peut-être de nos gestes ou quelque chose comme ça, ça peut être un peu chaud ou un peu déchirant, ou peut-être une certaine lourdeur là, de « Oh, ouais, c'est ça que j'ai fait, moi. » C'est étonnant que ce soit peut-être désagréable en termes de tonalité, mais sage, libérateur. Et ça, on peut entendre ça, peut-être qu'on peut se le transmettre en parlant, comme je le fais maintenant, mais quand ça a lieu en soi, il y a une sorte de clarté, de discernement. On voit, ah oui, oui, en fait, c'est une meilleure... Je mets des mots, là, mais tout ça, c'est silencieux, c'est senti. Oui, ça, c'est une meilleure façon de vivre, d'être responsable. Ça peut prendre 100 000 formes, tu sais. Peut-être que les exemples m'échappent un peu, là, mais... Donc ça, c'est une des formes de sagesse. Une des formes de sagesse, c'est de clarifier en soi, de façon vécue, ça c'est très important, c'est ce qu'on veut dire par vipassana, une vision profonde, une compréhension profonde, c'est que c'est vécu. Et ça veut dire qu'il faut passer dans l'affaire, il faut passer dans ce qui est difficile comme état mental, il faut le vivre avec un petit peu plus de conscience que d'habitude, en étant un peu moins pris dedans, puis en étant un petit peu plus sensible à ce qui est en train de se passer. Donc c'est douloureux. Et ça me fait penser à... C'est une histoire que j'ai entendue souvent en Amérique du Nord par donc il y avait un maître zen qui vivait sur la côte est américaine, puis je connais pas son nom,
ou en tout cas j'ai oublié son nom maintenant, et, euh, et il parlait très peu anglais, mais assez pour donner des très bons enseignements. Des fois le silence parle plus d'ailleurs, mais et, et parfois les gens décrivaient leur expérience. Tu sais, je souffre à cause de ceci, voici ce qui est dur pour moi pendant la retraite, etc. Puis sa réponse parfois c'était très simple en anglais, 3 mots: more suffering needed. More suffering needed. Excellent. Ou non, selon dans quel état on est en le recevant, mais c'est trempe encore un petit peu là-dedans, dans cette attitude-là, parce qu'aussi c'est pas volontaire, hein, c'est pas comme si on dit, ok, maintenant je vais être de bonne humeur, bienveillant, équanime, etc. C'est pas comme ça, hein. Les choses arrivent, nous impactent, on est perturbé, etc. Et lui disait, oui, il faut le vivre encore un peu, cette réactivité-là. Ah, ce désir-là, là, d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, de ne pas vivre, d'être rendu plus loin, d'avoir commencé avant, etc. Tout ça, ouais, il faut que ça soit là, il faut que ça gruge encore un peu, il faut que ça cogne encore un peu dans le cœur, il faut que ça perce encore un petit peu, il faut que ça agace encore un peu pour qu'il y ait ce laisser aller à un moment donné, laisser tomber. Comment arrive le lâcher-prise? C'est pas intentionnel, hein? C'est pas comme, bon, je lâche prise. Parce qu'on se fait ça, hein? On se parle comme ça. Non mais, Pascal, lâche prise, là. C'est pas si grave, laisse tomber, laisse tomber. Puis c'est plus ou moins réussi comme approche, hein? On connaît ça là, dans la culture populaire, on pourrait dire. Là. Il y a cette façon-là de se parler. Et on se parle comme ça, mais non seulement on se parle comme ça, mais on parle comme ça aux autres. Non, mais laisse tomber, ça va. Lâche prise. T'sais. Mais ça marche pas comme ça du tout. Comment ça marche? C'est un contact de qualité avec quelque chose, une attitude douloureuse, va faire qu'il y a un moment où on va être vipassana, on va être secoué, on va être plus profondément touché par quelque chose, et le lâcher-prise, c'est le résultat d'une compréhension profonde. Quand on comprend que ça ne vaut pas la peine de tenir quelque chose de brûlant dans les mains, mais il faut le vivre pour que ça fasse comme ça. C'est pas une décision. On ne pourra pas prendre cette décision-là. Et donc, c'est ça l'approche méditative, c'est ça la présence un peu plus accrue, on pourrait dire généreuse, ou une présence attentive. C'est pour pouvoir être touché, être conscientisé, sensibilisé un petit peu plus à ce qui se passe en soi, en ce moment, pendant que ça a lieu, pendant que c'est une opération. C'est triste, mais ça prend ça. Il faut que ça ait lieu dans cette pratique-là pour qu'on puisse clarifier les choses. Alors, il faut passer dans ce feu-là. Alors, quand on est ici puis on pense ça va mal, je voulais que ce soit facile et léger et que l'esprit continue à faire ce qu'il fait, ben c'est pour ça qu'on est venu. Alors ça, c'est une des formes de sagesse. Une compréhension pour soi. Et parfois, cette compréhension-là passe dans le rapport à l'autre. Hein? Alors, par les gestes de l'autre ou la voix de l'autre, parce qu'on est devenu plus sensible, plus à l'écoute, un petit geste, tout à coup, peut ouvrir quelque chose en nous. Un petit geste de l'autre, ou comme peut-être plusieurs d'entre vous pourriez le décrire déjà maintenant, juste avec un peu plus d'attention. Puis c'est ça la force de cette pleine conscience-là, pourquoi on en parle tant, parce que d'être particulièrement attentive, ça appelle la sagesse, ça appelle le discernement, c'est ce qui suit. Ça vient dans le sillon de la présence accrue,
il y a toutes les plus belles qualités humaines qui sont juste là, qui veulent apparaître. Puis une des façons qu'on le voit, c'est que quand on prête un peu plus attention ici, parce que c'est ce qui est suggéré, parce qu'on a le temps, parce que des gens cuisinent pour nous, prennent soin du lieu, puis que là, on peut être avec la nature, tout à coup, la nature, on dirait qu'elle nous parle, qu'elle révèle des choses sur la sagesse. On voit une feuille tomber, puis tout à coup, on comprend quelque chose, l'impermanence, que les choses changent, ou en tout cas, là, je le mets dans ces mots-là, mais c'est souvent décrit, ça, que les gens vont dire, oui, c'était un moment où tout à coup, un insecte s'est posé, ou un rond dans l'eau, où il y a quelque chose, puis là, oups, quelque chose s'est ouvert dans l'esprit. Parce que la qualité de la présence fait que la sagesse potentielle va se présenter, soit dans les gestes de l'autre, ou dans la nature. Et nous, ben, on se rend un peu disponible, c'est ce qu'on fait. On essaie de voir est-ce qu'on peut être moins préoccupé dans notre esprit, puis plus disponible à ce qui se passe, pour que la compréhension surgisse. Là. Elle est en nous, mais elle était cachée là, par les tendances. Donc ça, c'est une forme de sagesse, le discernement autour des façons d'être en soi, d'être ensemble, etc. L'autre forme de sagesse, c'est sur, on pourrait dire, la nature des phénomènes. Alors c'est bien de repasser là-dessus, peut-être même si c'est quelque chose de connu, parce que ça peut nous guider un peu dans la pratique. Et donc en ralentissant, en prêtant un peu plus attention, donc on plonge un peu sous les idées préconçues qu'on a. Nous, on vit beaucoup sur des idées sur les choses. Un être humain, ça fonctionne un peu comme ça. Ça apprend, quand c'est très jeune, c'est quoi un arbre? Ça, mon amour, c'est un arbre. Mais oui, c'est un arbre, ça. Ah, c'est un arbre. Puis après, ben, on ne les voit plus. Parce que c'est un arbre, il y a des arbres. On connaît ça, des arbres. Puis à un moment donné, ben, on a un copain, une copine, une personne avec qui on est. Et au début, on la voit, puis à un moment donné, on la voit plus, cette personne-là. Oui, je sais, on est habitué. Et là, ben, tout à coup, il y a quelque chose qui se perd, là, tu sais. Et donc, on vit beaucoup comme ça. C'est ce qu'on appelle vivre par habitude. Tu sais, on arrive ici au début, c'est magnifique. Puis si on pratiquait pas la présence attentive, tout à coup, on serait habitué au lieu. Ouais, je connais le lieu, tu sais, je connais très bien le lieu, là. Ça fait déjà 24 heures que je suis ici, alors j'ai tout vu, là, c'est vu, c'est fait. Puis donc, nous, on prête attention, on est invité à prêter attention pour redécouvrir les choses. Puis ça, c'est une définition que je trouve très simple et juste de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? C'est découvrir le familier. Parce que l'attention est offerte, ça nous permet de redécouvrir qu'est-ce que c'est que d'entendre. Quelque chose d'aussi habituel. On est très... Ben oui, entendre, on s'en fout, entendre. Mais attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette expérience-là? Que d'entendre des sons? Qu'est-ce que c'est que de ressentir des émotions? Qu'est-ce que c'est que de marcher? Qu'est-ce que c'est le froid? Qu'est-ce que c'est le chaud, le piquant, le moelleux, le sucré? Qu'est-ce que c'est la honte? Le vouloir ne pas être là, tout à coup, ou ne pas avoir dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance ou la gratitude quand ça se présente? Alors, découvrir le familier. Donc, on plonge en dessous de nos idées reçues sur la vie. Souvent, on pense qu'on a besoin de quelque chose de nouveau. Toute la consommation est basée là-dessus. J'ai besoin de quelque chose de nouveau parce que là, I'm bored. Je m'ennuie, là. Il ne se passe rien. Donne-moi un nouveau produit à découvrir. Moi, ça va m'occuper 5-10 minutes. Et là, nous, ben, on y va différemment.
on prête attention, puis comme ça, les choses apparaissent à nouveau sous un autre regard. Et donc, en prêtant attention aux phénomènes, comme ça, on les redécouvre. Et ce qu'on va découvrir, plus l'esprit va être calme et curieux, titre de la retraite, moitié du titre de la retraite, plus l'esprit va s'entraîner à avoir un certain calme, ça veut dire pas éparpillé partout, fasciné par chacune des associations, pris dans les histoires de moi plus tard, etc., mais va se poser dans le réel, comme ça, puis il va être en contact, en lien avec le réel, puis il va maintenir ce lien, pas juste ce lien qui soit établi, mais le maintenir. Là, il y a deux forces là-dedans. En Pali, ça donne toujours plus de poids à ce que je dis. Vitaka et Vichara. Donner l'attention, établir le lien et le maintenir. Ça, c'est dans la définition de Kamala, vous avez entendu ça peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est Sati, la pleine conscience? C'est établir un lien avec quelque chose qui est en train d'arriver et le maintenir. Alors, c'est les forces qu'on développe en nous. La capacité de connecter d'abord, ça c'est la première affaire. Sentir la respiration, se tourner se laisser entendre le son, connecter avec un son ou une sensation dans le corps ou un état d'esprit. Puis ensuite, demeurer là un petit peu. Demeurer là avec le goût. Parce que sinon, ce que ça fait, habituellement chez l'être humain, vous voyez si c'est le cas pour vous, mais l'être humain, il y a un contact avec la réalité. Donc, je goûte à quelque chose, tout à l'heure, chocolat, ou le très bon fromage du père de Joey, d'hier. Alors, il y a un goût, et tout à coup, c'est délicieux, qu'est-ce que c'est la recette? Ou prolifération. J'ai toujours adoré le chocolat. J'adore le chocolat, c'est comme ça, j'adore le chocolat. Non, c'est fini. Merde! C'était trop petit, j'ai pas pu y goûter vraiment, etc. Alors, chez un être humain, il y a un contact avec un sens. C'est très, très naturel. Il ne faut pas se blâmer. C'est très naturel. Il y a un contact avec un sens. Et là, il y a une reconnaissance de quelque chose. Oiseau. Il y a un son qui est entendu. Très vite, c'est martinet, hirondelle, chauve-souris, etc. Que ce soit visuellement, on voit quelque chose. Chauve-souris. Et là, il y a des choses. C'est à cette heure-ci qu'il sort. Très naturel. Contact à la porte d'un sens, reconnaissance de quelque chose. Des fois, on reconnaît bien, des fois, on reconnaît très mal. On peut se tromper de perception, on perçoit mal ce qui se passe, mais de toute façon, il y a contact, reconnaissance ou perception. Puis après ça, il y a prolifération. Alors, je vais sentir quelque chose dans le genou, tout de suite. C'est immédiat. Je sens quelque chose dans le genou, tout de suite, c'est genou. J'ai pas besoin de... D'où est-ce que ça vient? Ça connaît, ça vient ensemble. Avec la sensation, il y a « oh, genou, douleur ». Il n'y a même pas la pensée, c'est même pas les mots, c'est la reconnaissance. Me suivez-vous? Et tout de suite après, très naturel, qui est « est-ce que je dois bouger? Est-ce que je peux bouger? Si ça continue, où est l'hôpital? Est-ce qu'il y a un hôpital à Cubjack? Est-ce que c'est bien le nom? » etc. Est-ce que mon assurance voyage me couvre? Est-ce que c'est un symptôme de la COVID? Et c'est très normal, il va y avoir prolifération. Et nous, ce qu'on tente de faire, c'est rester au point de contact. Donc, établir le lien et demeurer là. Demeurer là. Voir si on peut rester là avec le goût qui apparaît. Et ce qu'on va pouvoir découvrir, deuxième forme de sagesse, ce qu'on va découvrir, si on reste, parce que si on part dans la prolifération, les concepts, comme on le fait d'habitude, on va rater ça. On ne pourra pas voir la nature de la réalité. Mais si on demeure là, ce qu'on risque de voir à un moment donné, c'est que le goût apparaît et disparaît. C'est pas un bon punch, mon affaire? Oui. Mais encore. Bon. Il faut peut-être faire cette découverte-là encore et encore.
encore et encore, voir comme ça le goût apparaître et disparaître, voir l'impression que je n'y arriverai jamais, plutôt que de proliférer là-dessus, voir cette impression-là naître, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, apparaître et disparaître. Voir, oui, la beauté apparaître et disparaître, voir le difficile apparaître et disparaître, voir le neutre apparaître et disparaître. Sinon, je le rate, hein? C'est un peu neutre, il se passe peu de choses, il se passe rien ici. Pourquoi il se passe rien? Pourquoi je suis venu ici? J'aurais dû aller faire du ski nautique ou du bungee ou quelque chose, il se passe absolument rien ici. Hein? Mais si je reste là, même s'il se passe peu de choses, ce que je risque de voir, c'est que le peu de choses va être suivi par quelque chose. D'où la troisième question. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Et donc, en restant attentif, on va se mettre à voir comment les choses m'apparaissent, que la retraite c'est une bonne idée, que la retraite c'est une très mauvaise idée finalement, que ouais, finalement, c'était quand même une bonne idée. Puis je vais commencer à voir comment les idées changent sur les choses, la vie intérieure, les émotions changent, j'en peux plus, non, ça va finalement. Comment je perçois les autres. Ah, cette personne-là, en arrivant tout de suite, non. Ah, finalement, elle est très touchante. Parce qu'en continuant de la voir, sa façon de faire la même chose, tout à coup, ça m'apparaît touchant. Alors qu'au début, c'était irritant. Au début, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais là, maintenant, je suis plus capable. Et on se met à voir comme ça comment les choses changent constamment. Puis ça va très loin. Là, je le raconte de façon très anodine. Mais ça va très, très loin, ça, dans les enseignements bouddhiques. Puis, d'une certaine façon, on peut dire c'est qu'on s'approche un peu, comment je dirais, on s'entraîne. Oui, on apprend à s'approcher un peu de la mort, là. De façon très progressive, hein? Parce que la mort, c'est un peu gros comme truc, tu sais. Mais tranquillement, de voir les choses apparaître, disparaître, et d'être attentif à ça, encore et encore, de voir ça. C'est ça, cette deuxième forme de sagesse. Il y a un moment où l'esprit commence, on commence à comprendre que, ah oui, tout passe, les choses naissent et meurent. Ça va être comme ça dans mes relations. Ça va être comme ça avec la santé. Ça va être comme ça avec tout ce que je pense qui est solide, révèle avec une attention soutenue sa nature changeante. Et ça peut être confrontant peut-être de voir ça, mais ça a un potentiel d'ouvrir le cœur qui est très très grand. Parce que sinon, il y a une sorte d'arrogance qui peut venir. Ça, c'est à moi, c'est moi. Je suis intelligent, je suis en santé, je suis un athlète, je suis... je sais pas quoi, tu sais. Mais plus on pratique, plus on voit, oh, les conditions font que c'est possible en ce moment. Il y a ça qui est présent et ça pourrait s'échapper. Et ça rend plus humble. Ça crée du lien parce qu'on comprend que c'est comme ça pour l'autre aussi. L'autre aussi, il est égal devant l'impermanence, la fugacité. Plus on s'approche, plus on devient intime avec cette expérience d'impermanence-là, plus on voit qu'on ne pourra pas décider, hein, qu'il y a d'autres règles qui font que quelque chose apparaît ou disparaît. La météorologie, l'état du cœur, les relations, on se comprend, tout à coup, oups, on ne se comprend plus. Puis peut-être qu'on se comprend à nouveau. Et de vivre dans un monde où on sait que les choses apparaissent et peuvent disparaître à n'importe quel moment, ou apparaître à n'importe quel moment, ou changer radicalement, ou un petit peu, ou tranquillement, à n'importe quel moment. En tout cas, dans la sagesse bouddhiste, c'est central de se familiariser, de s'approcher de la nature changeante des choses. Puis c'est une tendance très différente de la tendance de l'esprit qui est de solidifier. Telle personne est comme ça, telle personne existe, donc existera. Hein? Et puis on a
personnel, on connaît qu'est-ce que c'est tout à coup quelqu'un existe, puis tout à coup n'existe plus. Et donc nous, à travers cette pratique-là, de façon très douce, on se familiarise avec ça. L'expérience de disparition, d'apparition. Là-dedans, de quoi ça parle aussi du manque de contrôle qu'on a. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas prendre de décision, qu'il n'y a pas, en anglais on dit agency, qu'il n'y a pas un certain pouvoir ou une certaine capacité d'intervenir ou de contribuer ou de faire changer les choses. Mais oui, on veut s'approcher plutôt que de craindre, de dénier, non, ou de ne pas vouloir penser à, courageusement, tranquillement, on s'approche. On veut noter à quel point le contrôle nous échappe souvent là, sur les choses. Puis apprendre à vivre avec ça. Comment vivre dans un monde où on ne va pas décider exactement de comment ça va se passer, de quand ça va mal tourner ou bien tourner. Où on peut, encore une fois, intervenir, participer, il y a toutes sortes de choses, mais ça reste limité. Là. On est quand même dans une sorte de contrat un peu étrange. Là. OK, tu vas naître, tu ne sauras pas quand. Dans quelle famille, dans quelles conditions, tu ne sauras pas comment ça va tourner pendant toute l'affaire. Puis ça va être comme ça jusqu'à la fin, puis un jour tu vas mourir, tu ne sauras pas comment ni quand. T'embarques? Est-ce que je peux y penser? Laissez-moi 2-3 jours, j'ai besoin de réfléchir au deal. Hein? Alors nous, on se retrouve un peu là-dedans. Comment vivre? Comment vivre là-dedans? Toute la pratique est tournée vers, comment vivre là-dedans? Comment être en paix? Comment demeurer bienveillant? Comment pas s'effondrer? Comment pas se fermer? Comment pas en vouloir à la vie, à l'autre, à soi? Tu sais, il y a plein de tendances là, qui sont très naturelles, qui vont naître. Là. Ouais, d'en vouloir à la vie, ça serait quand même justifié. Sauf que, d'en vouloir à la vie, ça ajoute une couche de souffrance. Puis là, on se dit, bon, c'est un peu une drôle de situation, mais je veux pas en rajouter une autre couche. Hein? Alors, comment être dans cette réalité-là, où tout à coup, on n'est pas forcé de mettre des masques, ou de se rencontrer sur Zoom, parce qu'on peut pas... Tu sais, il y a place à frustration, là, c'est infini. Et comment, ben nous, c'est ce qu'on étudie. On essaie de voir comment être dans une réalité comme celle-là. Pas évident. Et c'est par l'attention, dans cette approche-là, il y en a d'autres, hein, mais dans cette approche-là, on dit, c'est en étant attentif qu'on va commencer à voir pour soi-même comment naviguer dans une réalité qui est, euphémisme, bancale. Du point de vue d'un être humain qui répond très bien à quand tout se passe bien constamment. Et selon ses désirs. Hein? De ce point de vue-là, c'est assez bancal. D'un autre point de vue, peut-être que ça marche très bien. Mais du point de vue d'un être humain sensible, qui est touché par ce qui est désagréable, puis très touché par ce qui est agréable, c'est une drôle de situation. Parce qu'on est extrêmement sensible à ce qui est agréable ou désagréable. Puis là, ici, on apprend à voir comment est-ce qu'on peut répondre, être en relation. Est-ce que vous voyez le lien que je faisais hier avec être en relation? Comment est-ce qu'on peut être en relation? Alors, c'est pas ce qui se passe, mais quelle est la relation à ce qui se passe? Puis donc, c'est ce qu'on est invité un peu à aller voir. Alors, une sorte de sagesse, peut-être qu'il se recoupe, évidemment, c'est des vases communicants, mais il y a une certaine façon de présenter les enseignements et la sagesse en deux versions. Une version, un aspect qui est
les états intérieurs, comment c'est aidant. Certains sont aidants, aidantes, comment vivre les choses. Puis l'autre, c'est la nature de la réalité. La nature de la réalité, c'est que les phénomènes, quels qu'ils soient, passés ou présents ou futurs, tous les phénomènes ont en commun d'être passagers. C'est comme ça que c'est présenté, du moins. Après, l'idée, c'est pas d'y croire. L'idée, c'est d'aller vérifier. C'est pour ça que le Bouddha enseignait la méditation. Il disait, ne me crois pas, surtout, ne me croyez pas. Allons voir. Voici la façon d'aller voir, c'est en prêtant attention. Aucun phénomène n'a le pouvoir de demeurer. Parce que contingent, dépendant de plein de conditions. Pour que la retraite ait eu lieu en présentiel, par exemple, ou sur Zoom, ça prenait plein de conditions. Il fallait que le gouvernement français dise « Bon, ben ok, maintenant, ça va les Canadiens. » Parce que quelques jours avant, ça n'allait pas les Canadiens. Ça allait les Canadiens qui étaient mariés à une ou un Français, une personne française. Mais pour des gens comme moi, qui n'ont pas trouvé dans l'Hexagone l'âme sœur, j'étais pas bienvenu. Et les conditions ont changé de telle sorte qu'il y aurait peut-être une retraite, mais bon. Puis pour le Zoom, on sait que c'est la même chose. Il suffit que le fil se décroche là. Hein? Donc les choses qu'on vit, c'est incroyable. Ils sont d'une fragilité incroyable. Tu débranches ça, puis poups, Pascal disparaît. Et ça prend une chose, presque rien. Puis, oups, c'est complètement une autre série d'événements qui se produit. Et donc, une forme de sagesse, c'est de découvrir en soi le discernement de quelles sont les façons d'être, quelle est la façon d'être avec la colère, quelle est la façon d'être avec le froid, quelle est la façon, etc. Et l'autre, c'est de s'intéresser aux phénomènes eux-mêmes pour voir leur nature changeante. OK. Juste comme vous pensiez, il ne va jamais s'arrêter de parler. C'est permanent. On est pris dans cette réalité où il va parler forever. Juste à ce moment-là, vous découvrez que non, la réalité est changeante et qu'il va se taire. Il va enfin se taire. Sauf que ce ne sera pas le nirvana une fois qu'il se sera tu. Ça reste incertain. On ne sait pas, on va être confronté à quoi après. Non, on le sait, le repas. Ah, délicieux. Ça va tout régler. Le repas va tout régler. C'est tout ce dont j'ai... Donnez-moi accès. S'il vous plaît, tout ce que je veux, c'est le repas sans fil. Parce que le repas avec une queue de gens qui attendent, ça c'est insupportable. Moi, je veux le repas accessible. Donnez-moi juste ça, c'est tout ce que je veux. Après, je demande plus rien. Ben, ça aurait été bien quand même que ce soit un peu moins salé. Mais, non, pas du tout. Ici, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est toujours impeccable au niveau de l'assaisonnement. OK, prenons un mot pour laisser les mots... prenons un moment pour laisser les mots se dissiper.
je paraphrase un peu, mais il y a quelqu'un de très sage, Shantideva, je crois, qui a dit quelque chose comme c'est l'impermanence ou la mort ou la nature fugace des choses qui m'a amené jusqu'au chemin. C'est la conscience de la nature fugace des choses qui m'a gardé sur le chemin, et c'est elle qui m'a éveillé aussi, qui m'a amené jusqu'au bout du chemin. Cette conscience de la nature fugace qui nous échappe un peu, fragile, des choses qui a ouvert mon cœur, on pourrait dire. Bon appétit.